Bonjour à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M, comme chaque mercredi. Je souhaite la bienvenue à nos invités. Jafar Al-Khdari, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes militant associatif. Maître Nassera Haddouche, avocate, bonsoir. Bonsoir. C'est votre premier CPP. Oui, Voilà. heureuse d'être parmi vous. Nous aussi. Sami Larabi, journaliste. Merci d'être avec nous également, militant politique aussi. On commence toujours, c'est la tradition, cette émission par l'image de la semaine. On veut savoir ce qui vous a marqué cette semaine. On commence avec vous, Jafar Al-Khdari. Moi, ce qui m'a marqué, c'est une triste nouvelle, c'est celle du décès des Haraga de Foucamarine, l'un des 11 jeunes gens. Et leur photo est diffusée sur Facebook et j'ai trouvé ça extrêmement choquant, des jeunes en pleine force de l'âge. Et on le sait, c'est un phénomène récurrent qui prend même de l'ampleur et qui traduit le mal-être, le malaise profond que notre société vit, je pense. C'est un des indicateurs de ce malaise. Cela nous renseigne sur le drame des Haraga qui se poursuit et qui ne s'arrête pas. Et qui savent tous les risques qu'ils prennent et qui le font quand même, quoi. Et que les murs d'Oran ne peuvent pas arrêter, évidemment. Maître Haddouche, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? L'arrestation de notre confrère de Jahrab Abdelkader de Chlef. Et la détention préventive pour un avocat, ça devient pour moi absurde après 3 ans, je pense, de lutte. Et pratiquement, on est dans le, on ne dit pas le palier, devant la justice, 3 ans, on ne parle plus, on crie. On dit que la détention préventive, c'est quand il n'y a pas de garantie. Alors si la robe noire n'a pas de garantie, la même famille ne présente pas une garantie, je me demande qui va avoir une garantie. C'est désolant. Après. Et ça prouve que la robe noire ne protège plus aujourd'hui même les avocats, 1 an presque après la mise en détention de l'avocat Raouf Arslan à Tébessa. Exactement, et je pense qu'elle protège personne, elle ne protège pas les professions nobles, avec tous mes respects, même les journalistes et les avocats. C'est des professions nobles, on a une mission noble, mais aucune protection. Maître Abdelkader de Chohala, qui a été donc placé sous mandat de dépôt avec Rachid Tekez, à la maison d'arrêt de Chlef, si je dis bien la vérité. Oui, exactement. Samir Larabi, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Enfin, la chose de la semaine qui nous a marqué, c'est la randonnée qu'on a organisée à Mizour. C'est pour expliquer une randonnée auquel plus de 200 personnes ont participé, pour expliquer l'impact l'impact négatif, notamment sur la santé publique et l'environnement, sur la mine de zinc plan qu'ils veulent installer entre Amizour et Tel Hamza. Et quand on a fait la rencontre, la randonnée, on a été accueillis par les flics. Voilà. C'est-à-dire au lieu, quand on voit dans le programme, soit du gouvernement, le programme scolaire, c'est-à-dire il y a ça fait des années que la question de l'environnement et de la santé publique est au cœur des politiques publiques, mais même dans l'enseignement scolaire, c'est-à-dire il y a une prise de conscience, même au niveau populaire, sur la question de l'environnement. Et quand des citoyens, c'est-à-dire s'inquiètent sur la santé publique, sur la question de l'environnement, vous avez les autorités, les services de sécurité qui sont mobilisés justement pour intimider, réprimer ceux qui font dans la promotion de cette question. Merci Samir Larabi. On commence donc après vos images de la semaine. On commence par la politique. Nous en avons parlé un peu la semaine dernière, mais on en parle de plus en plus. Cette initiative politique de Abdelmajid Tebboune qui reçoit les chefs de parti, les leaders, en vue d'un dialogue qui pourrait s'annoncer ou peut-être en vue d'un remaniement. D'ailleurs, c'est la question qui se pose, Jafar Al-Khdari. Pourquoi est-ce que le président reçoit, consulte ? Est-ce que c'est en vue d'un remaniement qu'il a lui-même annoncé et qui tarde à venir, ou est-ce que c'est en annonce d'un dialogue politique ? Alors, je crois que la question du dialogue politique a été officiellement annoncée, notamment dans une conférence de presse à Ankara, je crois. Je pense que c'est surtout ça. Alors, pour ce qui concerne le remaniement ministériel, est-ce que les partis qui ont été sollicités seront concernés ? Probablement, parce qu'on voudra peut-être avoir un gouvernement plus politique. L'idée, le sous-jacent qu'il y a derrière, c'est de dire qu'il faut peut-être créer une espèce de gouvernement d'union nationale
dans le contexte actuel qui, comme vous le savez, est très troublé, très compliqué au niveau international. Et je crois surtout que ça répond à un constat d'échec qu'on a souvent commenté ici, à savoir ce qui se voulait être l'Algérie nouvelle devait reconstituer sur les débris de l'ancienne alliance présidentielle des places de Poulvira, qui s'est complètement délitée, les partis étaient totalement discrédités. L'idée, c'est qu'entre ce groupe et le Hirak, qui voulait reconstituer une espèce de base dont tout régime politique, quel qu'il soit, a besoin, et cette politique est en échec. Donc il faut sortir de cette impasse, car c'est une impasse politique. Hein. On peut difficilement envisager une stabilité, surtout dans un contexte difficile d'un pays, lorsque vous n'avez pas l'assentiment, l'adhésion d'un minimum de la classe politique et de la population. L'indicateur de cette déconvenue, bien entendu, c'est les boycotts massifs à tous les scrutins qui se sont présentés et qui font qu'on a des institutions qui sont aujourd'hui encore très faibles. Donc je pense que l'idée, c'est de suppléer à cette difficulté, d'élargir, d'essayer de trouver un nouveau compromis. Et donc, ce qui avait été d'ailleurs la première démarche quand Tebboune avait été élu à la présidence, il y a eu une déception parce que effectivement, comme il venait d'être élu, tout était à la limite possible et comme vous le savez, un certain nombre de gens issus du Hirak qui sont dans une démarche pacifique et ouverte, étaient, ma foi, moyennant un certain nombre de prérequis, étaient ouverts à l'idée d'une assise nationale pour aller vers une transition démocratique, compte tenu de l'extrême profondeur et de l'extrême gravité de la crise. Bon, on sait ce qui s'est passé, il y a eu une fin de non-recevoir, et on a organisé des élections et une révision de la Constitution dans les conditions que vous savez, avec les résultats que l'on sait en termes d'adhésion populaire, qui a été à peu près nul. Donc aujourd'hui, voilà, on se retrouve dans la situation d'impasse, et je pense que le véritable curseur dans le contexte très compliqué d'aujourd'hui, c'est de se doter d'une base plus légitime, plus forte, en essayant d'obtenir cette adhésion qu'il n'y a pas. Samir Arabi, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que ce parfum de dialogue est positif dans le contexte actuel, même si la situation politique et sociale est très difficile? Bon, je suis d'accord en grande partie avec l'analyse de M. Khdari. C'est-à-dire, il faut rappeler, c'est-à-dire que le régime, d'une manière globale, c'est-à-dire avant le 19 février, avant février 2019, avec le processus révolutionnaire, c'est-à-dire il y avait un sérieux problème, c'est-à-dire le régime perdait pas uniquement de la légitimité, même d'hégémonie sur la société. C'est-à-dire il s'est appuyé essentiellement, c'est un régime qui s'appuyait essentiellement sur des couches parasitaires, sur notamment le patronat et une certaine bureaucratie, soit syndicale ou dans l'appareil de l'État, qui est découpée, c'est-à-dire de la population. Et justement, cette crise-là d'hégémonie s'est approfondie avec 19 à partir du processus révolutionnaire de 2019. Et là, c'est-à-dire dans cette initiative qu'on voit avec, qui n'est pas encore claire à vrai dire, c'est-à-dire l'Mcheml, c'est quoi l'Mcheml? Quand un régime ou un pouvoir ou un gouvernement, c'est-à-dire quand il parle de l'Mcheml, ça veut dire qu'il y a un problème fcheml. Il y a un problème fcheml qui n'arrive pas à résoudre. Et quand on voit, c'est-à-dire avec les élections du 12-12-2019, avec les référendums, avec les législatives et relativement avec les communales du 12 juin 2021, c'est-à-dire on n'a pas vu grand monde ou les ruées dans les urnes, où il y a une adhésion à ce processus qui se veut de normalisation de la situation politique. Et c'est une preuve aussi qu'en quoi le régime n'a pas d'alternative, n'a pas de projet à proposer sérieusement. C'est-à-dire, c'est comme si on a affaire
possible que le régime ait une idée sur une certaine politique ou une certaine orientation qu'il ne veut pas assumer maintenant, qu'il essaie d'associer un maximum de gens, mais me concernant, c'est plutôt c'est une tentative de ralliement d'un maximum d'acteurs politiques, d'acteurs sociaux, syndicaux, associatifs et de personnalités politiques vers ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire vers une démarche, une certaine démarche de légitimer la politique autoritaire et antisociale, antipopulaire, c'est-à-dire cette fermeture globale sur tout ce qui est dans l'espace qu'on assiste dans l'espace public, l'espace politique. Alors, Samir El-Arabi dit associer un maximum de gens. Est-ce qu'on peut imaginer que les avocats, par exemple, puissent être associés à un cycle de dialogue, d'abord sur ça et sur votre avis sur le dialogue entamé par le président? Bon, merci pour le dialogue entamé par le président. Je pense que le dialogue, ce n'est pas d'inviter des personnes autour d'une table, mais autant que pouvoir, autant que des institutions, ils ont plus de capacités, ils ont plus de moyens d'instaurer ce dialogue. Le dialogue ne se fait pas uniquement autour de la table, mais quand on dit un état de droit, ça veut dire qu'on doit commencer par respecter ce droit. Moi, je pense qu'un dialogue dans la terreur ne peut aboutir. Quand on trouve 300 détenus dans les prisons de l'Algérie, quand on trouve la détention préventive est devenue une règle générale, c'est une condamnation avant un procès, ça veut dire la présomption d'innocence, elle est exclue. Quand je trouve des journalistes, des avocats malmenés devant la justice, et si ce n'est pas la détention, c'est les contrôles, ça veut dire qu'il y a une terreur. Et quand il y a une terreur, je me demande comment on va arriver à ouvrir un dialogue avec des pressions. Je pense, pour moi personnellement, que le Hirak, on a réussi. Pourquoi il a réussi le Hirak? Parce qu'il a la légitimité, c'est le peuple, il a la légalité, il demande l'application de droits, le respect des droits de l'homme reconnu dans la constitution algérienne, beaucoup plus on répond aux normes internationales dans le cadre de respect des droits de l'homme. Dans ce cas-là, le premier acte à faire, c'est de commencer à appliquer et à respecter les lois que eux ont rédigées. C'est ça le comble de l'histoire. Est-ce qu'on peut imaginer les avocats ralliés à cette initiative? Est-ce que ou bien un truc comme ça se discute entre les bâtonnats? Moi, je pense que c'est au-delà de l'avocat. Je pense la première chose à faire, c'est de libérer tous les détenus d'opinion. On va en parler, bien sûr. Voilà, ça veut dire que c'est le premier point, c'est de reconnaître les compétences algériennes, qu'elles restent en Algérie. Ça veut dire c'est de reconnaître la minorité. C'est comme on dit, comme il dit Mouloud Manoui, il vous dit comment le roi peut connaître la vérité si on n'a pas un fou. Ça veut dire on est appelé à dire le malaise de la société, on est appelé à dire le mal profond de notre société pour pouvoir arriver à une solution. Je ne peux faire un dialogue superficiel. Vous avez parlé des détenus, c'est très important parce que beaucoup de sources, des médias, même des médias étrangers, évoquent un élargissement général le 5 juillet. Ce ne sera pas un 5 juillet comme les autres, c'est les 60 ans de l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 2022. Est-ce qu'on peut imaginer, Jafar El-Akhdari, une démarche? Il y a déjà eu des démarches d'élargissement en 2020, puis en 2021. En 2022, quelques-uns, environ 77. Est-ce qu'on peut imaginer une mesure générale pour les 60 ans de l'indépendance? On peut tout imaginer. Effectivement, l'occasion de l'événement du 60e anniversaire pourrait être une bonne raison de le faire. Enfin, on a déjà vu dans le passé des amnisties, etc., qui ont touché effectivement un certain nombre de détenus, mais pas les détenus politiques, pas les détenus d'opinion, plutôt. Donc, il est à craindre que cette attitude se reproduise dans le futur.
Surtout si on est, parce qu'on est quand même dans une situation qui est tout à fait ambiguë, parce que d'un côté il y a des signes d'ouverture, d'apaisement, et en même temps il y a une accélération de la répression, il y a des gens qui sont arrêtés pour vraiment des motifs tout à fait futiles, et qui sont même en contradiction avec les lois de ce pays, qui garantissent la liberté d'expression, la liberté de presse, etc. Bon, je n'ai pas besoin de rappeler, on a notre ami Qadi Hassan qui est actuellement dans une situation, qui risque 3 ans de prison. Voilà, qui risque 3 ans de prison. Bon, on connaît on les a lus. Moi, personnellement, j'ai même critiqué par écrit ces articles, mais dans le cadre d'un débat démocratique, il n'y avait franchement rien qui d'un point de vue, de journalistique, relevait de quelque chose qui serait de l'ordre du terrorisme, que sais-je encore. Enfin bref, c'est assez... Donc, alors, pour en venir, parce que le problème, c'est que, bien entendu, certains d'ailleurs se sont déjà prononcés dessus, des personnalités qui ont été approchées, disent qu'effectivement, le prérequis, c'est l'apaisement, c'est l'élargissement de tous les prisonniers, en particulier des prisonniers d'opinion. C'est un préalable, c'est vraiment une simple question de bon sens, et à la limite, si on entame une ouverture, on n'a pas besoin d'attendre le 5 juillet pour les libérer. Bon, donc, en politique, si vous voulez, par rapport justement à cette initiative, on ne juge pas sur les déclarations, parce que les déclarations, c'est en Algérie, tout le monde est démocrate. Hein. Bon, la question, c'est on juge sur ce qu'on fait, sur les actes. Bon, maintenant, on est dans une situation où il y a effectivement des gens qui étaient proches de mouvements citoyens, de Hirak, etc., qui ont été arrêtés pour la plupart pour des motifs qui relèvent du délit d'opinion, en tout cas selon nous. Et donc, s'il y a véritablement une volonté d'ouverture du champ social et du champ politique, le préalable, bien entendu, c'est cette libération. Ensuite, il y a bien d'autres choses, parce que quand le mouvement citoyen s'est exprimé, la première revendication, c'est la question de la souveraineté politique, la souveraineté populaire. C'est ça le fond du problème politique. Il reste entier, celui-ci. Parce que qu'est-ce qui se passe? On a un pouvoir, un système qui a refusé d'ouvrir le dialogue sur cette question-là, qui a fait ses propres élections à sa manière, hein, et qui ensuite dit, bon, maintenant, je veux bien discuter, sachant que les jeux sont faits. Alors, est-ce que... La vraie question, c'est, est-ce que on peut reposer la question de fond, oui ou non? C'est ça qui fera le dialogue, le sérieux de ce dialogue, ou bien ce sera encore un dialogue pour rire, si je peux m'exprimer ainsi. Donc ça, pour l'instant, on ne le sait pas, mais en tout cas, si on veut avancer, et encore une fois, c'est le fond d'une démarche, d'une révolution pacifique, d'être toujours ouvert au dialogue, mais à condition qu'il y ait des actes, qu'il y ait des prérequis, et que les enjeux soient conformes à ce que le mouvement citoyen a. Et quand on parle donc des détenus d'opinion, évidemment, cette semaine, Rachid Nekez est retourné en prison. Il a été placé sous mandat de dépôt avec un de ses avocats, Maître Abdelkader Chouhra. Comment est-ce qu'on considère ça? Est-ce que c'est un retour à la case départ? C'est un excès de répression? Quelle lecture on peut donner au mandat de dépôt de Rachid Nekez et de son avocat Abdelkader Chouhra? C'est sûrement, comme vous le dites, c'est un excès de répression. Enfin, c'est pas uniquement propre, c'est propre à tout le monde. C'est-à-dire, on est dans une situation où le régime actuel, c'est-à-dire, d'ailleurs, je suis d'accord avec l'Akhdari quand il dit on va juger les uns les autres sur la question des pratiques. Théoriquement, on se réclame de la démocratie, des droits de l'homme, de tout ça. Mais on va juger les gens sur la pratique réelle sur le terrain. C'est-à-dire, on est face à une situation où le régime, avec toutes ses ramifications bien sûr, qui est hostile à tout regroupement, à toute activité, c'est-à-dire y compris culturelle, écologique, politique, c'est-à-dire ça ne les intéresse pas qu'il y ait des voix autonomes. Je ne parle pas uniquement de Nekez, que je ne considère pas autonome à la Kulihal, mais on s'en fout, c'est un détail. Mais l'essentiel, c'est-à-dire qu'ils sont dans une démarche hostile à toute action ou démarche ou activité qui échappe réellement à 100% à leur contrôle.
Et ça nous renseigne justement, c'est-à-dire si on la lie à cette question, à cette idée de départ qui est la question de l'initiative du président, c'est-à-dire on est plutôt dans une démarche de ralliement sous sa tutelle, selon ses objectifs, selon ses désirs. Il ne s'agit pas de composer, il ne s'agit pas de négocier, il ne s'agit pas d'une future reconfiguration ou de la chose politique à l'avenir, mais de soutenir ou d'épouser et de rallier une démarche globale qui s'inscrit dans une dynamique de normalisation. C'est-à-dire, le régime d'ailleurs, il a une expertise, il a une grande expérience qui remonte à plusieurs années dans sa gestion des conflits politiques, des conflits sociaux. C'est-à-dire, dans chaque grande contestation sociale, comme on l'a vu dans les années 70, 80 ou les années 90, en 2001 ou en 2011, sa manière de gérer, c'est-à-dire même s'il il montre officiellement une certaine disponibilité de négociation de trucs, mais dans la réalité, c'est-à-dire il négocie, il ne discute avec personne. C'est-à-dire quand on voit, par exemple, soit dans le champ syndical, dans le champ politique, dans plusieurs secteurs, c'est-à-dire il joue sur l'image, qu'on quoi on reçoit, on discute, mais après on fait ce qu'on veut. On l'a vu, par exemple, en 2011. En 2011, par exemple, quand on a vu les réformes de Bouteflika, au contraire, c'était des réformes, plus on a eu droit à plusieurs de fermetures. On a vu les lois sur les partis politiques, sur les associations, sur la presse, sur beaucoup d'aspects. Et on va vivre la même, je pense, je considère, on va vivre la même chose, c'est-à-dire avec cette nouvelle rencontre avec les partis politiques, avec les syndicats, avec d'autres acteurs. Et je termine par là, 10 secondes. C'est un indicateur quand un militant politique ou plusieurs militants politiques ils contestent quelque chose, ils décident d'un rassemblement, on ne va pas quand même les arrêter. Les mettre... Comment vous avez réagi à l'arrestation de Rachid Nekez et de votre confrère Abdelkader Chouhra, qui était votre image marquante? Voilà, c'était l'image marquante. Parce qu'ils ont voulu manifester devant la prison de Voilà, Chef. une manifestation. Voilà le problème qui est posé. Là, on parle du dialogue. De l'autre côté, on arrête un confrère juste pour une manifestation de 3 personnes. Alors pour moi, c'est absurde. Beaucoup plus, c'est pour ça qu'on dit les droits de l'homme parlent de manifestation, la Constitution parle de manifestation, mais le parquet, ça veut dire le représentant de notre régime, il parle de l'attroupement. Ce qui est énervant, c'est que, bon, entre nous, on dit peut-être, nous, notre école, c'est un échec, nous, les juristes algériens, on ne maîtrise pas les moyens, on ne maîtrise pas les techniques. Mais ce qui m'énerve beaucoup plus, c'est que quand l'international, c'est pas comme je dis, l'international, c'est les droits de l'homme, l'ONU. Nous sommes le pays, l'Algérie est membre de l'ONU. Quand l'ONU, les experts, les juristes interpellent notre gouvernement, l'interpellent et lui demandent de revenir à la raison, de dire que tous ces articles, toute cette armada d'articles de poursuite contre des citoyens pacifiques, ça ne répond pas aux normes ni internationales, ni aux droits de l'homme. Ils sont tête et ils continuent. Moi, je suis heurtée parce que c'est mon pays, c'est l'image de l'Algérie. On est patriotique. Dans ce cas, ça me désole. J'aurais aimé parce que, croyez-moi, regardez-moi ce que vous avez tous remarqué parce que vous êtes tous harcelés par l'appareil judiciaire. Vous avez remarqué tout ce que le parquet demande 2 mots. 3 ans ferme, 5 ans ferme, avec 300 000 dinars, sans aucune motivation. Mais quand ils répondent à l'ONU, je ne sais pas, on a le droit de montrer ce genre de document? Normalement, c'est une réponse. Ça veut dire que quand on répond à l'ONU, c'est public. Mission... Oui, mais Zarmati a passé une loi... Non, c'est public, c'est mission permanente d'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies. Ouais. Ça veut dire ça sous-entend quoi? Que nous sommes permanents. On a une commission permanente à l'ONU. Et on prend 12 pages.
quand j'ai vu ça, pour moi, c'était la hugra et c'était le mépris pour le citoyen algérien. Pourquoi vous vous donnez tant de peine pour répondre comme ça pour les autres, que vous considérez la main étrangère entre parenthèses, et moi, Algérien qui défend mes droits, 2 mots et une lourde condamnation, d'un côté. De l'autre côté, quand on vous demande, il y a des arrêts internationaux rendus par les experts internationaux. Voilà, allez-y, continuez. Rendus par des experts internationaux. Là où on invite l'Algérie, dire que c'est des arrestations arbitraires à l'encontre de manifestations et de la manifestation, la liberté d'expression, que la personne arrêtée, il n'y a pas eu lieu d'avoir un procès, qu'ils doivent être réparés et ouvrir une commission d'enquête et veuillez publier cet arrêt. Et on ne trouve pas trace en Algérie. Ça veut dire quoi? Après, on nous dit le dialogue est ouvert. Avant d'ouvrir le dialogue, veuillez appliquer, moi je ne dis pas appliquer, veuillez prendre soin. Aujourd'hui, Rachid Nekez et son avocat, ils risquent quoi exactement? Ils sont sous mandat de dépôt. Sans mandat de dépôt pour l'attroupement. Oui. 3 ans à 5 ans en prison ferme, c'est minime. Oui. Alors que depuis 3 ans qu'on parle de cet attroupement, qu'il n'y a pas eu d'attroupement en Algérie, beaucoup plus. Ce qui est choquant aussi, c'est que la nouvelle constitution, parce qu'à un moment donné, on parle de l'attroupement, je ne vais pas détailler beaucoup, l'attroupement parce qu'on dit qu'il n'y avait pas d'autorisation. Mais avec la nouvelle constitution, on dit qu'il suffit de déclarer. C'est ça. Rachid Nekez, c'est basé sur ça, d'ailleurs. Bon, c'est déclaratif. Ça veut dire qu'il suffit de dire qu'on va faire telle manifestation dans tel endroit. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'autorisation. Ça veut dire que c'est un autre acquis. Dans ce cas, je ne sais pas. C'est ça, c'est le délire pour moi. Oui. D'un côté, on vous dit manifestation, les droits de l'homme, l'article 51, 52, l'article 160. L'article 170 nous permet d'appliquer directement les conventions. Il invite les magistrats à appliquer directement les conventions. Alors, on arrête 3 éléments, 3 ans de lutte, 3 ans de marche pacifique reconnue à l'échelle nationale et internationale pour des faits qui n'ont pas d'importance. Comme vous venez de dire, perdre de Bazi dans la prison pour un post de Facebook. Voilà, et vous faites bien de le dire parce que je voulais exactement rebondir sur la déclaration du garde des Sceaux cette semaine qui est encore revenu sur l'affaire Hakim Dabazi en disant que c'était une mort naturelle. Comment vous avez réagi à cette déclaration, Jafar Lakhdari? Oui, enfin, il me semble que cette personne avait des soucis de santé qui ont amené d'ailleurs son décès et qu'il y avait une requête de mise en liberté pour raison de santé qui a été refusée. Bon. Mais le fond du problème, c'est que cette personne était en prison justement pour ce que nous considérons, nous, comme une élite d'opinion, à savoir un poste. Donc c'est là qu'est le scandale. Et ma foi, les déclarations du ministre n'enlèveront rien à la situation. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Je voulais revenir sur ce que disait aussi, je m'excuse, parmi les éléments d'ouverture, les prérequis, la situation actuelle, c'est qu'on le sait, il y a une régression fantastique de tous les droits, à la fois individuels et collectifs, et notamment le droit d'association, le droit effectif, et la possibilité d'avoir une activité politique. Le simple fait de se réunir est quasiment impossible pour les partis d'opposition, on le sait depuis des années. Et donc, de ce côté-là, il y a au contraire une régression, puisqu'il y a même des partis qui sont menacés, d'interdiction, quasiment, enfin, en tout cas, ne peuvent plus agir. Le Parti des travailleurs a été menacé, PSC, pardon. Pardon ? On est déjà. Voilà, on est déjà. Donc, le parti, le CP2 Zobida Assou, le RCD, à un moment donné, a eu des difficultés, le MDS, etc. Donc, voilà le contexte. Alors, est-ce qu'il va y avoir, de ce point de vue-là, un retournement de situation? Pour l'instant, on n'en voit pas la couleur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, encore une fois,
si vous voulez, je pense encore une fois, ce qui est recherché à travers cette démarche, mais le problème c'est qu'ils ne s'en donnent pas les moyens, visiblement, mais attendons de voir quand même. Mais ce qui est recherché, c'est qu'effectivement, c'est donner l'image d'un pays, présentant une certaine... parce que le Hirak a évidemment donné à l'extérieur une idée de fragilité du régime par rapport à sa population. Et il faut corriger cette image. Dans le passé, il y a eu, malgré la situation de quasi-dictature, il y a eu quand même une adhésion, un assentiment à certaines figures du régime, notamment par exemple Bouteflika dans les premiers mandats. Autour de la réconciliation, il y a eu une certaine adhésion, c'est un fait. À l'époque de Boumedienne, autour d'un projet de développement, etc., malgré le caractère dictatorial du régime, il y a eu une adhésion réelle. Bon. Et donc ça donnait effectivement une solidité. C'est ça qui fait la solidité d'un pays. Hein. C'est à la fois des institutions et une adhésion. Or, aujourd'hui, on n'a ni l'un ni l'autre. L'adhésion, elle n'y est pas, et les institutions sont fragiles pour une raison qui était celle que l'on avait dénoncée pendant le Hirak, hein, à savoir que ce ne sont pas les institutions qui sont les détentrices du pouvoir. Les décisions qui concernent le législatif, l'exécutif se prennent ailleurs. Et donc les mécanismes qui sont prévus par la Constitution, etc., ils sont un peu superfétatoires parce qu'on sait que ça se passe ailleurs. Et donc c'est la raison qui avait poussé le mouvement citoyen à réclamer une assemblée constituante pour se doter de véritables institutions démocratiques afin que la souveraineté populaire puisse s'exercer. Donc tout ceci est en exergue pour arriver à stabiliser véritablement et à donner urbi et orbi, c'est-à-dire à l'extérieur l'image d'un pays fort et solide, c'est-à-dire disposant d'institutions fortes. Eh bien, la seule solution, en tout cas à mes yeux, consiste à reprendre le chemin de la transition démocratique, qui est un chemin pacifique et qui ne sera pas un chemin, disons, d'instabilité, compte tenu du caractère pacifique du mouvement. Alors cette semaine a également été marquée par ce procès hier du journaliste Ihsan Qadi, reporté à 2 reprises. Réquisitoire surprenant, 3 ans de prison ferme, 5 ans d'interdiction d'exercice de toute activité. Est-ce que le métier de journaliste reste encore menacé? Parce que lorsqu'on entend ce parquet faire ce réquisitoire, on se dit que le dialogue promis exclut peut-être les journalistes, Samir Larabi. Absolument, c'est-à-dire quand on voit c'est-à-dire ce qui ressort sur la question de prison ou l'interdiction de briguer n'importe quelle fonction, et en même temps, y compris de fermer, y compris le site, le journal, oui. C'est ça. Bien sûr, ça dénote ce qui nous attend, c'est-à-dire de cet autoritarisme qui est là, qui s'installe. C'est un truc qu'on n'a jamais vu, enfin je parle de ma génération du moins, c'est-à-dire des gens qui ont vécu post-88 ou les 20 ans de Bouteflika, c'est-à-dire y compris avec l'autoritarisme de Bouteflika, on n'a pas atteint... Il y a eu le cas Benchikou sous Bouteflika. Il y a eu le cas de 2 ans de prison. Oui, mais l'argumentaire, c'est autre chose. Mais Benchikou n'a pas, enfin, du point de vue officiel de tout ça, c'est pas par rapport à un écrit ou à un article. C'était pour des bancs de caisse. Absolument. Et quant avec la nouvelle loi sur l'information de 2012 qu'ils ont voté dans leur parlement, c'est-à-dire quand il y a un journaliste qui écrit un truc, c'est-à-dire il n'y a pas de prison, il y a des amendes, il y a des trucs, c'est-à-dire pas au point d'emprisonner. D'ailleurs la loi elle est en vigueur, je crois, non? Elle est encore en vigueur. Hein? Oui, c'est ça, elle est encore en vigueur puisqu'on n'a pas changé la loi sur l'information. C'est-à-dire là ils vont au-delà de ce que prévoit la loi. Et pourtant, ils sont garants, c'est-à-dire garants du respect de la loi. Mais moi, je considère... c'est pas Maghreb émergent ou un tel organe de presse, mais ce qu'ils peuvent considérer comme côté subversif, ce qu'ils peuvent considérer, bien sûr, hein, c'est-à-dire du côté subversif d'un contenu, d'un article, soit on le partage ou là on ne le partage pas.
C'est-à-dire, eux, ils veulent arrêter ou la freiner ou mettre un terme à toute voix discordante, comme l'a dit sur les partis, sur les syndicats, sur l'association, c'est-à-dire y compris c'est-à-dire dans la presse, y compris aussi des gens qui écrivent des articles ou des réflexions, c'est-à-dire sur Facebook ou sur Twitter ou là sur un autre. C'est-à-dire on veut en finir avec le côté subversif produit essentiellement avec le hirak populaire. C'est-à-dire, en réalité, ce qui dérange plus le régime, ce n'est pas le mouvement social, c'est-à-dire la mobilisation des trucs, mais c'est le côté subversif de remise en cause des orientations du régime, des fondements du régime. C'est ça qui dérange le plus. Hein. Maître Haddouche, vous avez défendu beaucoup de journalistes, moi compris. Comment vous réagissez à cette affaire Hassan Qadi 3 ans requis. Voilà, 3 ans requis. On a l'habitude, comme vous venez de dire, c'est pas ce qu'on dit, c'est que ça continue. Ça continue. Ça veut dire il n'y a pas une remise en. Ça veut dire ils se remettent pas en cause. C'est ça le drame. Il n'y a pas une remise de comme ça. On s'est trompé. On n'a pas. Et le problème qui est posé, c'est pas Khaled, c'est pas Ihsan, c'est le problème il est plus profond. Ça veut dire quand dans une société, il n'y a pas de journalisme. Quand on dit c'est des professions nobles, parce qu'on a la noblesse de la profession, vous êtes appelé à donner l'information avec objectivité et tout. S'il n'y a pas cette objectivité, ça veut dire qui va souffrir? C'est le peuple. L'impact. On a vu, c'est le haraga, les intellectuels trouvent toujours leur place ailleurs, ils sont les bienvenus dans tous les pays. On connaît tous les Algériens une fois sortis de l'Algérie, mais même eux, ils veulent servir leur pays. Le problème, c'est l'impact. C'est la dictature. Au-delà de la dictature, on ne parle plus. On ne sait plus qu'est-ce qui se passe en Algérie, de quoi il souffre le peuple. Comment je vais faire un dialogue quand je ne connais pas la souffrance de l'autre? Quand j'élimine l'avocat, quand j'élimine le journaliste, quand j'élimine le médecin, parce que même les médecins, ils sont malmenés, tout le monde connaît l'histoire. Combien ont émigré dans d'autres pays? Les compétences fuient le pays, parce qu'on ne peut pas être un intellectuel sans démocratie. On ne peut pas exercer nos professions dans une atmosphère aussi toxique, il faut le dire. Dans ce cas-là, on doit être logique. C'est que si c'est Ihsan ou Khaled ou Radio M, ça concerne tous les journalistes et on remet en cause notre lutte aussi, de 62 à nos jours. Exactement, quand vous dites qu'il y a eu des lois qui protégeaient le journal. Bon, c'est vrai, il y a eu Ben Chikou. Ce n'était pas pour l'article. Il y avait ça veut dire ils ont voilé. À l'époque, comme on dirait, j'ai un confrère Aboul qui dit, au moins quand on présentait à l'époque quelqu'un devant nous, mais on maquillait, ça veut dire on arrivait à respecter un peu la procédure, à respecter le code. Mais là, c'est flagrant. On touche à un journaliste directement par rapport à son article. Alors que c'est clair, il y a un démenti, il y a une procédure, il y a une amende avec la nouvelle loi de l'information dit qu'on n'a pas le droit de mettre un journaliste en prison. Beaucoup plus, quand la nouvelle constitution l'a rappelé et l'a consacré. Dans ce cas, la question qui est posée, quand il n'y a pas de justice, parce que dans tout c'est pour ça on regrette, parce que le magistrat, on le veut ou pas, c'est l'appareil judiciaire qui peut, seuls les magistrats peuvent y remédier, parce qu'ils ont les outils entre leurs mains. Ils ont les lois entre leurs mains. Et vous êtes les gardiens. Ce n'est pas un citoyen, un simple citoyen. Et en plus de ça, moi, je me demande comment on va construire un pays sans fondement. Comment parler des droits de l'homme sans la philosophie des droits de l'homme. Comment parler d'un état de droit sans connaître c'est quoi le droit, c'est quoi la valeur de cet article. La valeur de l'article, ce n'est pas devant la justice. J'ai besoin d'être épanoui, j'ai besoin d'être senti que je suis protégée par ces lois. Ce n'est pas une fois enfreint. Là, aujourd'hui, vous parlez de la critique. Vous connaissez bien, c'est l'outrage. Toute critique,
envers un responsable et devenez un outrage. Vous allez entrer en prison. Dans ce cas, dans quel raisonnement? Où va ce pays? Ce qui est positif, c'est que les citoyens sont conscients. C'est ça le Hirak de 2022. Parce que les luttes permanentes, ça nous a permis de nous construire. Effectivement, on a parlé, vous vous rappelez tous, en 2019, moi je me rappelle, il y avait l'article 7 et 8 est connu, c'est une règle générale. Beaucoup plus aussi, on a parlé de la justice. Contre l'impunité, on a demandé des procès équitables. Et tous les pays qui ont traversé des crises, des révolutions, il y a ce qu'on appelle les procès transitionnels. C'est quoi un procès transitionnel? C'est connaître la vérité, connaître la victime et qui a commis un crime ou pas. Parce que la tolérance vient une fois. Je me demande, on va les libérer, oui. Mais est-ce qu'ils ont commis, est-ce qu'ils sont poursuivis réellement est-ce que ces actes méritent de mettre ces gens-là dans les prisons? C'est la question. Comment vous réagissez à cette affaire de Hassan Qadi ou surtout à ce réquisitoire? Sur ce que vient de dire madame, pour qu'il y ait une justice transitionnelle, il faut qu'il y ait une transition. Or, il n'y a pas eu de transition, donc du coup, il est tout à fait logique qu'il n'y ait pas eu de logique transitionnelle. Bon. Oui, ben moi je suis choqué comme tout le monde. Je pense que c'est le signe encore, un des très nombreux signes. C'est pour ça qu'on a eu un malaise global et plus que ça même, du fait que tous les espaces de liberté qui étaient déjà bien maigres, soyons clairs, parce qu'on avait déjà vécu un certain nombre de tragédies qui fait que le champ des libertés était réduit au strict minimum. Et c'est ce strict minimum aujourd'hui qui est menacé. Là, c'est la presse. On a eu quand même la disparition d'un journal. Bon, on peut dire que c'est pas intentionnel, que c'est pas le pouvoir, d'accord. Mais le fait est que le résultat, c'est que nous avons aujourd'hui l'une des libertés fondamentales sans lesquelles il est difficile d'avoir une liberté d'opinion et un débat public dans un pays, à savoir la liberté et la pluralité de la presse, est en train de petit à petit disparaître. C'est ça la situation. Donc on est on est en droit, parce que je sais que très souvent on trouve qu'on est un peu trop négatif, etc. Mais enfin, les faits sont là. On peut, ce serait être d'une naïveté, d'une candeur absolue que d'accorder du crédit à une politique d'une Algérie nouvelle qui voudrait être plus inclusive et ouverte, alors que dans le même temps il y a cette répression, alors que dans le même temps le champ des libertés publiques et notamment celle de la presse se rétrécit, alors que dans le même temps les possibilités d'existence des associations politiques, syndicales, etc., de leur action devient quasiment impossible, sauf si elles adhèrent de manière moutonnière, comme certains le font, au discours du régime. Donc c'est ça qui fait que, après 2 ans d'un mouvement puissant qui a exprimé clairement la volonté du peuple algérien d'un changement, il y a une fin de non-recevoir. Et au contraire, il y a une restriction des libertés qui étaient déjà chèrement acquises et qui sont réduites au strict minimum. Comment voulez-vous que dans ces conditions, il n'y ait pas effectivement, même si on est toujours positif par rapport à toute évolution, il n'y ait pas une suspicion forte d'emblée, parce que désormais, pour avancer, il faudra d'abord donner des cautions concrètes, notamment celles concernant la liberté, aussi bien des citoyens, et en particulier pour ce qui concerne les hommes qui font le métier de la presse. Merci. En matière d'annonce, il y a aussi cette annonce qui concerne l'aspect social, c'est la réforme du système de subventions. On parle de plus en plus de subventions ciblées. On a l'impression, Sami Larabi, que les autorités ne veulent pas peut-être dire qu'il y aura suppression des subventions, mais des subventions beaucoup plus ciblées pour éviter des dépenses importantes. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle selon vous? Bien sûr, c'est clair que c'est une mauvaise nouvelle pour une bonne partie du peuple algérien. C'est-à-dire quand on voit la précarité ou la dépendance de la société plutôt qui sont paupérisées, bien sûr, c'est une menace par rapport à de maigres acquis. Et là, quand on parle sur la commission, il n'y a pas que la question de subvention de certains produits de large consommation, mais aussi ce qu'on appelle les transferts sociaux. Alors là, sur ces questions, c'est-à-dire les chiffres donnés par
les différents gouvernements, même au temps de Yahya, ou là après Yahya, ou là Jarrad, c'est-à-dire tous les gouvernements qu'on a eus ces 10 dernières années, c'est-à-dire quand on parle de 17 milliards de transferts sociaux, de subventions, c'est-à-dire déjà on n'arrive pas à vérifier. Moi je ne considère pas que le chiffre est exact et en même temps c'est un fourre-tout. C'est-à-dire quand on voit dans la réalité, ils intègrent même une partie des salaires, de beaucoup de choses qu'ils intègrent, ce qu'ils appellent transferts sociaux, mais y compris par exemple dans la santé. Or, la santé en Algérie, elle est payante. C'est-à-dire qu'il faut rappeler, c'est-à-dire y compris une partie dans l'éducation. Moi, mes enfants, par exemple, quand ils vont à l'école, il y a une partie, quand on leur demande des choses, eh ben, on paye aussi, y compris c'est-à-dire des photocopies pour les examens. Or, c'est contraire à la loi. Alors, revenons à la question de cette commission. Et on doit la relier justement, c'est-à-dire au passage en force du 12-12 2012, à cet état de répression, à cette remise en cause de toute liberté fondamentale, les libertés syndicales, quand on voit des chômeurs à Ouargla, quand on voit les gens de la protection civile, les grèves, quand on voit le SNAPAP, y compris à l'UGTA, où là plusieurs syndicats, on s'attaque aux libertés syndicales, aux remises en cause des libertés syndicales, où cette ambiance de répression et d'abattre toute forme de contestation sociale ou de remise en cause des politiques publiques, justement, elle s'inscrit dans cette perspective de ne pas donner, de permettre aux travailleurs, au mouvement associatif ou au peuple en général de se défendre et de s'organiser et de défendre ses acquis. Ces acquis les plus élémentaires. C'est-à-dire l'argumentaire, les arguments développés par le gouvernement, je pense qu'ils sont biaisés. Quand on voit tenons un exemple. Par exemple, ils disent qu'en quoi le carburant est subventionné, c'est-à-dire tout ce qui est énergie et tout ça. Mais quand on pioche dans nos factures, quand on pioche c'est-à-dire dans le prix du gasoil ou de l'essence ou du sans-plan ou de tout ce qui est énergétique, c'est faux. Alors, est-ce que réellement le prix de l'énergie est subventionné en Algérie? Non. Moi, je considère que non, dans la réalité. C'est-à-dire d'une manière globale, c'est-à-dire qu'ils nous donnent les prix, c'est-à-dire les prix du litre de gasoil, c'est-à-dire le coût réel du litre du gasoil ou du kilowatt ou autre chose. Quand on paye notre facture électrique, ou là, y compris l'eau. Même l'eau, ils sont en train d'essayer de revoir. D'ailleurs, j'ai lu ce matin un article dans ce sens. Alors, quand on paye, moi, dans ma vie, dans un ménage, enfin aujourd'hui on est 5 dans ma famille, ma petite famille, j'ai jamais payé de facture d'électricité en deçà de 5 000 dinars. Jamais. C'est vrai, ils te disent que le kilowatt, il est facturé à 6 dinars, je crois, mais avec les coefficients, avec l'été, les trucs, avec notre modèle de consommation, parce que notre c'est-à-dire, il a changé, c'est-à-dire on utilise plusieurs appareils, l'électricité, les trucs, avec les coefficients, c'est-à-dire le prix, il n'est plus à 6 dinars le kilowatt, je crois, c'est ça, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire dans la réalité, il est calculé à 8, 9, voire 10 dinars, alors il est en deçà, c'est-à-dire du coût de production. C'est-à-dire qu'il nous donne d'abord le prix du coût de production, c'est-à-dire comment il est produit là, et on verra ce que réellement il est subventionné ou pas. Et si on enlève les questions de subvention, c'est-à-dire par rapport à nos salaires, par rapport à nos revenus, c'est-à-dire on va payer la pomme de terre à 200 dinars, la courgette, tout ce qui est, y compris l'eau, c'est-à-dire tout ce qui est, c'est-à-dire tous les prix, le transport, toutes les activités humaines, c'est-à-dire tout ce qu'on paye au quotidien, c'est-à-dire ils vont augmenter. Et par rapport à nos revenus, c'est impossible, c'est-à-dire y compris les gens qui auront un salaire de 12 millions ou 15 millions de centimes. Aujourd'hui, c'est-à-dire
C'est quoi avoir un salaire de 12 millions de centimes ou les 15 millions de centimes aujourd'hui en Algérie? C'est par rapport aux besoins réels d'un ménage. C'est-à-dire par rapport à l'éducation, les vêtements, la nourriture, les soins, tout ce que la culture, les loisirs. C'est-à-dire on est dans une précarité. Et quel est le rôle, si l'État n'arrive pas, le rôle de l'État, c'est d'abord de garantir un minimum, c'est-à-dire de vie décente, de progrès social c'est-à-dire pour les citoyens. On a des richesses pour que le simple citoyen d'en bas, y compris d'en haut, tout le monde, c'est-à-dire on en profite. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir cet appareil qui s'appelle l'État. Jawad El-Khdari, bien sûr, on ne peut pas parler de la situation politique, surtout en Algérie, dans la région, sans évoquer la question internationale. Le président Tebboune a effectué une visite d'État en Turquie, très remarquée. Quelques jours avant, il y avait quasiment en même temps, le secrétaire d'État américain et le ministre russe des Affaires étrangères, puis le chef d'état-major de l'OTAN. Est-ce que l'Algérie est en train de jouer un rôle ou est-ce que vraiment aujourd'hui on veut faire entrer l'Algérie dans ce conflit déjà énergétique en lien avec la guerre en Ukraine? Alors, avant de répondre à votre question, si vous me permettez, je veux juste faire une remarque par rapport à ce débat très important sur la question des subventions. Alors, moi, mon point de vue, et je pense que beaucoup d'économistes le partagent, effectivement, il y a énormément de gaspillage. Je vous donne la facture, par exemple, de l'importation de blé, était 1,5 milliard de dollars par an. On sait que la farine est subventionnée et le pain est pratiquement gratuit en Algérie. En moralité, vous avez un gaspillage absolument insensé. Vous n'avez qu'à voir au niveau des poubelles, etc. Donc, il y a des études qui ont été faites qui ont montré qu'effectivement, il y a tout un tas de classes moyennes supérieures, etc., qui en bénéficient, notamment pour l'essence. Et qu'il n'y a pas de raison pour que l'État subventionne effectivement un certain nombre de choses. Mais pour faire cette nécessaire réforme. Elle est nécessaire, c'est vrai que pour les finances publiques, c'est un poids extrêmement lourd et on ne peut pas continuer comme ça indéfiniment, ça c'est évident. Mais pour les faire, vous ne pouvez pas, dans un pays qui a été habitué depuis 60 ans à vivre sous le régime des subventions, vous ne pouvez pas faire une réforme comme celle-ci si vous n'êtes pas légitime. Et c'est en ce sens que la réforme politique que nous réclamons, c'est la mère de toutes les réformes. Tant que vous ne l'avez pas fait, vous ne pouvez rien faire. Et vous serez toujours tenté, tant qu'il y a de l'argent, d'acheter la paix sociale et de revenir au système ex-ante entre les clientèles d'un côté et au niveau de la population. On donne effectivement des subventions en espérant que ça suffira à calmer le jeu et on repart sur comme on garde. Et c'est ce qui se passe tant qu'on ne débloque pas la situation politique parce qu'effectivement, il faut faire face à des réformes nécessaires et concertées. Mais pour cela, il faut une légitimité. Il faut que la décision ne puisse pas être contestée parce qu'elle aura été décidée par les principaux concernés, à savoir les Algériens. Tant qu'on n'en est pas là, mais après on peut avoir des débats, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur l'analyse. Vous voyez, ce débat est intéressant. Monsieur a une lecture sur les subventions, moi je n'ai pas la même lecture, je suis plus sur le point de vue. Je ne remets pas en cause la décision du point de vue démocratique. Encore une fois, ce n'est pas uniquement lié à la question de la démocratie. C'est-à-dire même sous un régime démocratique, tout ce que vous voulez, je remets en cause la décision. Le débat sur les subventions, elle ne porte pas tellement sur la subvention en elle-même, mais sur son applicabilité à toute catégorie de citoyens. Et je pense qu'effectivement, disperser comme on le fait aujourd'hui, c'est complètement absurde. Moi, j'ai jamais vu un patron faire la queue pour acheter un sachet de lait de 25 dinars à merdique. C'est scandaleux que le patron paye mais c'est faux, ils ne le font jamais. Un prix aussi bas, son essence à un prix... Moi, j'ai fait la queue pour un sachet de 25 dinars, ce sachet-là, merdique. Je m'excuse pour le terme, parce que ce n'est pas du lait à vrai dire, mais j'ai jamais vu un patron ou là une personne aisée faire la queue pour ce sachet de 25 dinars de litre. Vous avez pris l'exemple de l'essence, il paye son essence comme tout le monde. Non, mais il consomme le sachet de 25 dinars. Et du coup, comme il paye son essence pour 10 fois moins cher que dans tous les pays du monde, eh ben, il va être tenté d'avoir plusieurs véhicules gourmands en essence, etc. C'est tout ce gaspillage qu'il faut arrêter. Eh bien, taxons directement les gens qui ont des hammers, qui ont des trucs. Pas taxer les autres. C'est quoi avoir un salaire de 10 millions en Algérie? C'est rien, c'est des clopinettes, ça ne sert à rien.
Bon. Tu vis, c'est un pauvre. Non, mais pour moi, on est d'accord. un gars qui a un salaire, un revenu de 10 millions de centimes, pour moi, c'est un pauvre en Algérie. Non, mais ce que j'ai voulu dire simplement, c'est que pour faire ces réformes qui sont absolument nécessaires, Maintenant, c'est 20 000. absolument nécessaires, il faut de légitimité et donc il faut une réforme politique au préalable. Alors maintenant, j'en viens à la Rapidement, question. vous avez J'ai- de temps sur la j'ai question grillé, bon. sociale. Bon, mais ça, c'est une question, effectivement. Bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est la question qui domine toutes les autres questions. Il y a un conflit majeur qui se passe à immédiate proximité, dont l'enjeu principal, c'est aujourd'hui la sécurité de l'Europe et au-delà. Mais or, l'Europe, c'est cet immense continent qui est aujourd'hui structuré politiquement, malgré les couacs qu'on peut entendre ici et là. Il faut bien comprendre que c'est un continent qui est structuré politiquement. C'est pratiquement la première puissance économique au monde. C'est 500 millions d'habitants. Donc, c'est pas rien. C'est notre vis-à-vis immédiat. C'est notre client quasiment exclusif. On vend l'essentiel de ce qu'on vend, on le vend à l'Europe. Donc, pour nous, c'est une question vitale. Bon. Et la question de la sécurité est posée pour l'Europe et bien entendu, effectivement, il y a eu un certain nombre de visites assez spectaculaires parce que quand vous avez les deux principaux protagonistes de ce conflit qui viennent coup sur coup à Alger et pas ailleurs, ils ne vont pas dans n'importe quel pays, cela montre, si besoin était, que l'Algérie, effectivement, est impliquée indirectement dans ce conflit. Alors, on l'a dit, il y a la question de l'énergie qui est essentielle, mais pas que. Je vous rappelle, parce que quelle est la situation actuellement ? Actuellement, le conflit en Ukraine est en train de connaître une escalade. Et personne aujourd'hui n'est capable de dire jusqu'où ça ira. Est-ce que ça va s'arrêter ? Oui ou non ? Et si ça ne s'arrête pas, jusqu'où ça ira ? Et donc, à partir de là, eh bien, dans tous les pays du monde, on fait des scénarios pour prévoir ce qui se passera demain si la situation empire. On a quand même parlé de guerre mondiale, et pas n'importe qui, ce ne sont pas des hurluberlus dans leur coin, non, vraiment des gens qui ont été aux responsabilités et qui parlent même d'un possible dérapage nucléaire, etc. Donc, dans ces conditions-là, bien entendu, alors... La question du Maghreb, si vous reprenez maintenant, si vous regardez un peu l'histoire, pendant la Seconde Guerre mondiale, la première opération que les Anglo-Saxons ont fait en Europe, c'est l'opération Torch. C'est le débarquement en novembre 1942 en Afrique du Nord, en Algérie, à Alger, Oran, mais aussi au Maroc, à Casablanca. Mais l'essentiel c'était sur Alger. Bon, parce que, comme disait Churchill, la Méditerranée, c'est le ventre mou de l'Europe. C'est considéré comme faisant partie du débat de la sécurité en Europe. C'est le détroit de Gibraltar, c'est-à-dire une route commerciale essentielle pour l'Europe. C'est tout un tas d'autres questions liées. C'est la stabilité de l'Afrique qui aussi concerne l'Europe. Donc, dans un scénario où vous avez une escalade dont on ne sait pas très bien où est-ce qu'elle peut nous mener, y compris d'ailleurs sur l'ouverture de théâtres d'opération. Ailleurs, pour l'instant, c'est cantonné à l'Europe, à l'Ukraine. On voit d'ailleurs que certains pays qui étaient neutres, comme la Suède et la Finlande, vont maintenant adhérer à l'OTAN, ce qui est un véritable changement radical sur un plan géopolitique. Nous avons toute une série de choses qui sont en train de se passer et qui vont bien entendu nous impacter directement, y compris sur l'aspect sécuritaire. Alors là aussi, ça participe à mon avis, de cette volonté d'ouverture, parce qu'effectivement, il faut d'abord stabiliser les choses en interne et donner aux pays étrangers qui nous observent l'impression que c'est un pays qui saura faire face à toute éventualité. Bon, et de ce point de vue-là, effectivement, il faut être sur cette ligne de crête. Mais voilà, donc la visite à Erdogan, elle s'inscrit, à mon avis, en partie dans ce contexte. La Turquie est un pays de l'OTAN. C'est la première armée conventionnelle en Europe. Après, donc, et au niveau de l'OTAN, c'est la deuxième armée conventionnelle après les États-Unis, et c'est la première armée conventionnelle de l'OTAN en Europe.
Donc ce n'est pas rien. Et bien entendu, elle est impliquée directement, indirectement dans le conflit. Elle a fourni des armes décisives aux Ukrainiens, les fameux drones Bayraktar qui ont fait des... Qui ont été utilisés par l'armée marocaine. Et dont les Marocains aussi se sont équipés récemment. Mais bon, voilà, donc ça fait de la Turquie un acteur incontournable, et je pense qu'effectivement cette visite s'inscrit dans Merci beaucoup, Jafar Lakhdari, militant associatif, d'avoir été l'invité du CPP. Merci, Maître Nasser Haddouche, d'avoir été notre invité. Merci, Samir Larabi, d'avoir parlé de tous ces sujets. Merci à vous de votre fidélité, et on se donne rendez-vous mercredi prochain sur Radio M. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter.